Souleymane Niang. D'abord, le point épidémiologique du jour, le Covid-19 qui poursuit sa propagation au Sénégal, particulièrement dans la capitale Dakar. Mais l'information du jour, c'est le décès de 4 personnes dues au coronavirus ce dimanche. Avant de revenir là-dessus, écoutons d'abord le docteur Aloïse Waly Diouf qui a fait le point du jour. Sur 1254 tests réalisés, 83 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 6,6%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 64 cas contacts suivis par nos services, 19 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Parcelles Assainies 2 cas, Grand Yoff 2 cas, Diamniadio 1 cas, Fass Mbao 3 cas, Guédiawaye 2 cas, Diamaguène Mbao 1 cas, Keur Mbaye Fall 1 cas, Yeumbeul 2 cas, Richard Toll 1 cas et enfin Touba 4 cas. 80 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 22 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 4 nouveaux décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés dans nos structures ce dimanche 14 juin 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 5173 cas ont été déclarés positifs, dont 3424 guéris, 64 décédés et donc 1684 sous traitement. Je vous le disais tout à l'heure et vous l'avez sans doute remarqué, depuis quelque temps, le ministère de la Santé et de l'Action sociale ne détaille pas les informations au sujet de ces 4 décès. Qu'est-ce qui se passe? Des sources indiquent qu'on veut éviter la stigmatisation. Mohamed Ali Mouba. Pas un mot sur l'âge, le sexe, le lieu d'habitation des patients décédés, encore moins le lieu où ils étaient internés. Juste une petite ligne pour annoncer le décès. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale change radicalement de communication. Dr Ousmane Gueye, le directeur du service national de l'éducation et de l'information pour la santé. Surtout avec les cas de Malika, de Yeumbeul, qui vraiment a dérangé la population sénégalaise et que nous regrettons. Donc c'est la raison pour laquelle, quelque part, nous avons dit qu'il faut donner l'essentiel. Et le reste, c'est pas nous, à notre niveau, c'est important, mais pour la population, il faudra peut-être se garder de le dire. Les enterrements mouvementés à Malika et à Diamaguène sont passés par là. Mais pas que. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale veut encourager les populations à retourner dans les hôpitaux. Depuis le début de la pandémie, beaucoup de malades ont préféré rester chez eux de peur de choper le virus. Dans son dernier bilan, la cellule de riposte au coronavirus avait pointé la nécessité de prendre en charge les autres pathologies, notamment celle chronique. Il y a quand même quelques bonnes nouvelles, notamment les cas de rémission. En conséquence, certains centres de traitement épidémiologique se sont vidés de leurs occupants. C'est le cas à Kolda. Correspondance Abdoulaye Diallo. Du 2 avril, date à laquelle la région de Kolda avait enregistré ses 7 premiers cas positifs de coronavirus, au 20 mai dernier, le centre de traitement des patients de la COVID-19 avait eu à enregistrer jusqu'à 70 malades du coronavirus. Mais à ce jour, tous ces patients sont guéris. Présentement, le 10 centre compte 0 patient en son sein. Rappelez que depuis le 20 mai dernier, Kolda n'a pas enregistré de nouveaux cas positifs de coronavirus. Tous les patients qui ont eu à séjourner dans ce centre de traitement sont des cas qui ont été dépistés pour la plupart dans le département de Vélingara et d'aucuns venaient de la région de Sédhiou. Le département de Kolda et celui de Médina Yoro Foulah n'ont jusque-là pas enregistré de cas positifs du coronavirus. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. Justement, dans la région de Sédhiou, les 103 premiers cas de coronavirus sont maintenant tous déclarés guéris et sortis des hôpitaux de Kolda, Kaolack, Ziguinchor et de la région de Sédhiou elle-même. Toutes ces personnes sont désormais chez elles, dans leur terroir. Celles-ci sont cependant suivies de 3 des cas récents détectés à Bunkiling où 10 contaminations ont été recensées. Le point en tout cas avec notre reporter Max Euclide Kanfani. Dans cette commune Carrefour, plus question d'y entrer sans porter de masque, surtout en cette période de libre circulation avec la reprise du trafic interurbain. Les autorités municipales, en collaboration avec celles administratives, mettent les bouchées doubles. Quand vous quittez la zone de Kolda, Sédhiou, si vous ne portez pas de masque, vous n'entrez pas à Tanaf. Il y a des eaux et forêts et la gendarmerie qui est là-bas. En entrant à Tanaf, il y a la police et il y a la sous-préfecture qui ont aussi
aussi mis un système. Donc vous n'entrez pas, quand vous n'avez pas de masque, vous êtes obligé de payer le masque, on vous donne ça avant d'entrer dans la ville. C'est la même chose partout. De l'autre côté de la Guinée, au sud, nous avons vu la sortie. La sortie, c'est presque une tunnel. Nous avons pu quand même placer nos systèmes au niveau du château d'eau qui nous permet de récupérer la zone là. Donc c'est comme ça que nous avons monté des systèmes avec des thermoplaces. Des exigences pour réduire les impacts causés par le coronavirus chez les populations de cette localité, même si aucune contamination n'y est enregistrée. Le cas de cette dame et son mari obligés de guetter l'aide de la municipalité. Madame Dramé Aïssatou Bobo Diallo, je représente mon mari qui gère un campement. Tout le monde a su que le président de la République avait décrété que les campements et autres n'ont qu'à fermer. Mon mari est resté pendant 3 mois, 4 mois, il n'a pas travaillé. C'est pour cela que... Pour cette assistance, le conseil municipal de Tanaf s'est focalisé sur tous les secteurs d'activité impactés économiquement en cette période, rapporte le maire Ibrahima Gomis. Le Covid-19 a créé les problèmes partout. Tout le monde est devenu vulnérable. Nous avons mobilisé 6 millions que nous avons pu payer les denrées alimentaires. Nous avons donné aux boutiquiers, autant aux chauffeurs, nous avons donné aux enseignants. Max Euclid Kamfani à Sédhiou pour la RFM. Retour à Dakar pour parler du rôle des collectivités territoriales dans la riposte au Covid-19. Grand Yoff, Parcelles Assainies, Mbao, des communes très touchées par le coronavirus. Les maires de ces collectivités territoriales déclarent n'avoir ménagé aucun effort dans la lutte. Seulement, le virus est très difficile à maîtriser. Selon le maire de Grand Yoff, des navétanes de la Covid vont être initiées pour mieux sensibiliser les populations. Salimata Aou. Grand Yoff, Parcelles Assainies, Mbao, des communes touchées par le coronavirus. Grand Yoff a encore enregistré 2 cas communautaires aujourd'hui. Pour le maire, toutes les mesures sont prises, mais le virus circule vite. Madjob Job. Avant-hier, on avait une rencontre entre le médecin chef du district, tous les infirmiers chefs de poste au niveau de notre commune et le médecin chef de la commune. Bon, c'est là-bas où le médecin chef du district nous a informé que Grand Yoff a presque dépassé le cap des 100 cas. Sur ce, on a tout fait pour accompagner les postes de santé en donnant des équipements. On a distribué des masques au niveau des marchés, au niveau des quartiers. Mais malheureusement, on a vu que le virus circule très vite et ça pose problème. La mairie de Mbao a procédé à la fermeture de stades, la distribution de masques, une campagne de sensibilisation. Comme quoi, rien n'est négligé, estime Abdoulaye Pouye, maire de Mbao. Chaque semaine, on avait posé 4 séances de désinfection, un jour pour chaque marché, mais aussi chaque marché a un jour de fermeture. Donc, dire que des fois aussi, c'est la faute du ministère de la santé qui, quand ils donnent les résultats, et ils disent seulement Mbao à tel cas. Or, c'est le district de Mbao. Quand vous entendez le district de Mbao est composé de la commune de Mbao, de la commune de Diamaguène-Sicap Mbao, de la commune de Toawan-Deksao, de la commune de Thiaré-sur-Mer et de la commune de Thiaré-Gare. Aucun relâchement ne sera noté, confient les 2 maires. Les stratégies vont se poursuivre pour mieux sensibiliser les habitants. Lancer le navétane de Covid-19 à Grand Yoff. Chaque ASC, pendant 15 jours, si l'ASC n'a pas enregistrer 2 cas, on donne un trophée. C'est pour au moins impliquer les ASC sur la sensibilisation. Si on a eu à sensibiliser et on continue à le faire toujours à travers les marchés, à travers toute la commune. On a été dans les marchés pour sensibiliser et jusqu'à présent nous travaillons en parfaite collaboration avec le médecin-chef du district sanitaire de Mbao, mais aussi avec le sous-préfet pour savoir des fois là il faut agir. Les cas communautaires poussent comme des champignons. Les jeunes sont interpellés par les maires. Tout le monde est concerné. RFM, la radio de toute l'actualité. 12h12. Le syndicat des travailleurs de la justice a démarré aujourd'hui une grève de 72 heures. Le Sud-Just dénonce l'attitude du ministre de la Justice par rapport à ses revendications. Ces travailleurs réclament l'application de l'accord signé avec le gouvernement en 2018. Écoutons le secrétaire général du Sud-Just, Maître El Haj Ayeboun Malik Diop, au téléphone avec El Haj Ndiogoudjen. Cette grève est une grève paradoxale. Je dirais que c'est un coup de tonnerre dans un ciel serein. Parce que nous sommes à une phase de l'aboutissement d'un processus qui a été enclenché il y a 5 ans de cela, qui devait faire de telle sorte que le secteur de la justice allait reléguer les grèves au calendrier grec. Mais malheureusement, depuis l'arrivée de Maître Malick Sall,
à la tête de ce département, les choses sont autres. Maître Malick Sall, depuis 14 mois qu'il est là, il a trouvé des réformes concernant les travailleurs de la justice et depuis lors, il n'a rien fait bouger. Puis, il a décidé, et on l'a compris tardivement, de remettre en cause tout ce qui a été fait comme travail. Et donc, c'est ce qui a suscité que depuis quelque temps, nous sommes en train d'alerter l'opinion publique. Aussi, nous sommes en train de faire des sorties, tout en espérant qu'il allait réagir en ouvrant ses portes à des dialogues. Mais apparemment, il est dans un entêtement. C'est pour cela que nous avons décidé de nous comporter en syndicat et de nous battre jusqu'à faire respecter nos droits. Nos revendications sont très simples. On lui demande seulement de matérialiser le protocole d'accord qui a été signé le 17 octobre 2018 qui va dans le sens d'améliorer les rémunérations des travailleurs de la justice. Ça, c'est pas difficile. Deuxièmement, on lui demande de procéder à la publication de 3 décrets qui sont cachés par ces faucons du ministère de la Justice. 3 décrets qui sont signés depuis le 14 décembre 2018 et qu'on ne parvient pas à faire publier au journal officiel. Troisième point, on lui demande seulement d'organiser des formations pour le recrutement des travailleurs de la justice. À cause de cette grève du Sud-Just, le procès en appel de Thione Seck a été renvoyé sous huitaine, c'est-à-dire lundi prochain, le 22 juin. L'artiste chanteur est poursuivi pour une affaire de trafic de faux billets de banque. Thione Seck et son présumé complice El Hadj Guité avaient été relaxés en première instance. Le tribunal avait annulé la procédure suite à des vices constatés. Papa Massata Diack, l'absent le plus présent à l'audience de ce matin du procès de son père, Lamine Diack, ancien président de l'I2AF et consort. Le tribunal de grande instance de Paris a passé en revue les déclarations de l'ex-agent marketing de la Fédération internationale d'athlétisme recueillies lors de la commission rogatoire au Sénégal. Compte rendu d'audience avec notre correspondant permanent à Paris, Cher Sidou Silla. Le moins qu'on puisse dire est que dans ses déclarations lors de la commission rogatoire, Papa Massata Diack s'est lavé à grande eau. Il a par exemple réfuté toutes les conclusions de l'enquête s'agissant de la corruption, ajoutant d'ailleurs qu'il n'avait pas besoin d'argent puisqu'il avait gagné 10 millions de dollars sur la signature du contrat avec la banque russe VTB. Papa Massata Diack a déclaré aussi n'avoir versé aucun sou à des responsables de l'I2AF pour acheter leur silence dans l'affaire des athlètes russes dopés. Il a également contesté lors de son audition à Dakar avoir mis en place un financement pour la campagne électorale au Sénégal, comme l'avait dit son père lors de l'instruction. Bref, pour Papa Massata Diack, il n'a jamais été question de contrepartie financière dans la gestion du dossier des athlètes russes dopés. Dans ses déclarations lors de l'instruction, Valentin Balaknichev a lui aussi dit qu'il n'avait jamais été question de financement de la campagne électorale au Sénégal. Il a donc contesté le propos de l'ancien président de l'I2AF tenu lors de l'instruction, le qualifiant de construction mentale. La présidente a ensuite procédé à la lecture du rapport sur l'abus de confiance. Dans ce dossier, il est reproché à Lamine Diack du fait de ses fonctions d'avoir permis à son fils Papa Massata Diack, à travers des sociétés telles que Pamodzi Sport Consulting, de s'approprier les recettes de l'I2AF provenant de sponsors. Quant à Papa Massata Diack, il est poursuivi pour recel d'abus de confiance. En clair, il lui est reproché d'avoir sciemment recelé des fonds, valeurs et biens quelconques émanant des sponsors et qu'il savait provenir d'abus de confiance commis au préjudice de l'I2AF par son père Lamine Diack. L'audience est suspendue et reprendra à 14h et c'est Lamine Diack qui sera à la barre. Au palais de justice de Paris, Cheikh Sidou Silla, RFM. 12h17, certains quartiers de Dakar connaissent une pénurie d'eau depuis quelques jours. C'est le cas à Yoff et aux Parcelles Assainies. Les usagers sont ainsi obligés de passer des nuits blanches à attendre l'arrivée du liquide précieux. Du coup, ils multiplient les astuces. Reportage Oumou Kalsoumli. À l'entrée de la maison, un robinet est fixé sur le mur. En dessous, une installation de fortune, 2 briques pour empêcher l'eau de suinter et de mouiller la cour. L'espace qui entoure le robinet est sec, ce qui prouve que l'eau ne coule plus à flot. Ramatoulaye Meng ne dort plus à point fermé. 2 heures du matin. On ne dort presque plus. J'ai pas pu remplir tout ça parce que la pression était trop faible. C'est devenu un vrai calvaire. Les autorités doivent nous aider. On est très fatigués. Toujours dans le quartier de Nengagne à Yoff, Mère Kodunian, la soixantaine, affirme avoir perdu le sommeil depuis des jours.
Elle se réveille au milieu de la nuit pour remplir ses fûts d'eau. On est vraiment fatigué ici. À Yoff, on se lève à 4 h du matin pour remplir les réservoirs. On ne dort presque plus à cause des coupures d'eau. C'est très dur. D'autres complaintes liées au manque d'eau, comme à l'unité 13 des Parcelles Assainies, cette mère de famille précise que la communication fait défaut. La société de distribution de l'eau doit informer les consommateurs. Les gens de cette eau doivent prévenir les populations pour une éventuelle coupure d'eau. De ce fait, on pourra remplir les bassins d'eau. Mais couper les robinets sans informer les gens, c'est très dur. À défaut du liquide précieux, les plaintes pour avoir de l'eau viennent de partout. En attendant de retrouver la situation normale, la seule solution est de se réveiller tôt pour remplir les réservoirs. Les associations de consommateurs déplorent les pénuries d'eau récurrentes notées ces derniers temps. Et elles interpellent ces associations la société chargée de la gestion de l'eau, Suez. Les responsables de cette entreprise s'expliquent sur cette situation. Tout cela avec Nafissa Toussila. Avec l'arrivée de Suez, les Sénégalais s'attendaient à une meilleure distribution de l'eau. Des perturbations, voire des coupures récurrentes ont été constatées, surtout ces derniers jours. Une déception pour Maître Massorna Kane de SOS Consommateurs. Les Sénégalais étaient en droit d'attendre, avec l'arrivée de Suez, un meilleur traitement. Il n'en est rien. C'est vraiment désolant et c'est inquiétant. Nous avions déjà fait une déclaration déjà le 20 février 2020 déjà sur les coupures intempestives, déjà le 20 février. Et comme je vous dis, depuis le mois de janvier, c'est des coupures récurrentes, c'est très éprouvant, c'est très dur, surtout en cette période de pandémie de Covid-19. Des manques d'eau qui vont même au-delà de la capitale et jusque-là, aucune explication rassurante n'est servie, selon Maître Kane, et surtout par rapport aux zones rurales. Ce qui se passe dans les régions me semble être beaucoup plus grave encore, parce qu'on voit des fermiers qui sont actuellement en train de faire des coupures dans les régions. Ils sont en train de couper la fourniture, alors que le chef de l'État avait demandé que ces mesures-là soient suspendues. On procède à des coupures. Il y a toutes les perturbations possibles et imaginables et il n'y a pas de régularité dans la distribution de l'eau. Sur ce, le consumériste invite les autorités à agir. Ah oui, nous avons une grosse déception parce que nous nous attendions à un meilleur traitement, de meilleurs tarifs, une régularité beaucoup plus importante dans la distribution, ce qui n'est pas le cas. Et c'est extrêmement grave. On ne peut pas remplacer SDE qui a fait plus de 20 ans ici en nous disant vous allez avoir mieux et nous avons pire que ce qu'il y avait. Au moins SDE avait le mérite de communiquer très régulièrement avec les associations de consommateurs et à s'expliquer. Et nous attendons du ministre vraiment une action énergique et des explications très claires. Sen'Eau a cependant juste envoyé un communiqué sans trop fournir d'assurance aux consommateurs et clients, à part la mise à disposition de camions citernes dans les nombreuses zones déficitaires. L'eau ailleurs, sous une autre forme et avec d'autres conséquences. La pluie a occasionné beaucoup de dégâts à Tambacounda. Des toitures se sont envolées, des arbres ont été renversés et un dara est parti en fumée. Le secrétaire général du Conseil régional de la jeunesse prône la mise en place d'un comité pour recenser les sinistrés et lance un appel pour le renforcement du dispositif de paratonnerre à Tambacounda. Reportage Moussa Omar Gueye. Après la pluie torrentielle, Tambacounda liste ses dégâts. Mamadou Ba, secrétaire général du Conseil régional de la jeunesse. J'avoue que la pluie torrentielle hier a causé beaucoup de dégâts dans la ville de Tamba et même aux alentours. Deux toitures sont allées à l'air par rapport à ce violent vent. Donc l'eau est entrée pour gâter beaucoup. Plus de 3 heures de temps, il n'y avait pas d'électricité hier dans la ville. J'ai compris la difficulté que hier la Sénélec a eu parce que prenant la route Médina-Kour, route nationale, tous ces poteaux électriques sont tous tombés. Il est urgent aujourd'hui que l'État aussi puisse venir en aide par rapport à ces populations. Mettre aujourd'hui en place un comité pour le recensement, renforcer le dispositif de paratonnerre. Les bâtiments administratifs ont des paratonnerres, mais les lieux de culte, dans certains quartiers aussi, il n'y a pas de paratonnerre. C'est de l'intérieur, la direction de la protection civile, de venir renforcer la région de Tambacounda en paratonnerre. Léon Nyingdiaw, instituteur à Tambacounda. C'est très difficile, donc ces phénomènes naturels, que l'État vraiment vienne au secours des populations sinistrées. Le gouverneur, le préfet, les maires et les conseils départementaux
vraiment de faire le constat et d'aider les populations, militants de la base, et nous transmettrons à qui de droit à notre mentor, Merci Dikaba, ministre des Forces armées, qui est un grand avocat des opprimés et qui voudrait que chacun, vraiment, quand il est touché, vraiment, qu'on lui vienne en aide. Au quartier Djamweli, un incendie qui s'est déclaré avant la pluie a dévoré 3 cases et l'abri qui servait d'école coranique pour Serigne Harouna et ses talibés. L'alerte est alors sonnée pour voler au secours des sinistrés. Moussa Omar Gueye, Tambacounda, Radio Futur Média. Avant de tourner cette page de l'actualité nationale, parlons de ces émigrés bloqués au Sénégal, regroupés autour du collectif Diaspora Nyolank qui interpelle le chef de l'État. Par rapport aux défaillances qu'ils disent avoir notées dans la vente des billets retour. C'est parce qu'ils jugent exorbitants les tarifs pour la France, l'Italie et d'autres destinations. Ils ont tenu un sit-in ce matin devant les locaux de la compagnie Air Sénégal. Barthélémy Ngom, reportage. L'heure est grave. Les émigrés bloqués au Sénégal reprennent ainsi une phrase du chef de l'État pour décrire la situation qu'ils vivent au Sénégal. Baïfal, le porte-parole du collectif Diaspora Nyolank. L'heure est grave pour les immigrés bloqués au Sénégal. Mais je vous dis que Air Sénégal nous a trahis. Air Sénégal a trahi son peuple. Air Sénégal a trahi la diaspora. On doit porter plainte après. On doit nous aider. Nous, on ne demande pas de rentrer gratuitement. Je le dis encore une fois. On ne demande pas de rentrer gratuitement. Le collectif qui s'est attaqué à Air Sénégal dénonce la sortie du responsable commercial de la compagnie qui a dit sur les antennes de la RFM qu'il n'y avait pas de hausse sur les billets. Soit disant que les Sénégalais de la diaspora ont payé leurs billets à 1 000 €, or que c'est le contraire, dans le sens que c'est pas du tout vrai. Les Sénégalais de la diaspora, il y a ceux qui ont payé 1 350 €, il y a ceux qui ont payé 1 200 €. Donc que ça soit Keller et 1 250 €. Il y a ceux qui ont payé même 1 500 €, équivalent à 1 million de francs CFA. Maintenant, bon, il a démenti qu'il n'y a pas de rabatteur. Mais c'est pas vrai, il le sait très bien qu'il y a un rabatteur derrière tout cela. Parce que la personne qui a porté les 360 millions de francs CFA dans les caisses d'Air Sénégal, mais ils le connaissent très bien. Ceci dit, ils interpellent le chef de l'État et les chefs religieux car certaines de leurs familles risquent de se disloquer. Pire encore, il y en a parmi eux qui risquent de perdre leur emploi dans leur pays d'accueil. Que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall, qui subventionne ces billets. Nous de la diaspora qui sommes au Sénégal, on n'a rien reçu des 12 milliards 500 millions que l'État a donné à la diaspora. On a fait appel aux khalifes généraux, on a appelé aussi l'Église, que tout le monde nous soit derrière. On a besoin d'appui. Face à ces défaillances qu'ils disent avoir constatées dans la vente des billets retour en France, en Italie ou ailleurs, ils demandent l'aide des autorités étatiques car ils n'ont plus de ressources pour survivre. Et puis notez que la communauté mouride célèbre aujourd'hui le Magal de Serigne Abdoul Ahad Mbacké, 3e khalife général des Mourides. Il a été à la tête de cette confrérie religieuse de 1968 à 1989. Cette année, il n'y a aucune activité dans la cité religieuse en raison de la pandémie de Covid-19. RFM. L'actualité internationale. Rebonjour Youssouf Bodian. Bonjour Souleymane. Une trentaine de Sénégalais toujours bloqués au sud du Maroc. Ce sont des camionneurs et autres automobilistes venus de l'intérieur du Maroc et de l'Europe, bloqués depuis 3 mois. Ils demandent au gouvernement de leur faciliter un retour dans leur famille. Le reportage de notre correspondant à Casablanca, Khadim Baye. 35 Sénégalais en colère lors d'une manifestation au sud du Maroc. Ils élèvent la voix pour exprimer leur ras-le-bol. Nous sommes des pères de famille et ça fait 3 mois qu'on est là, qu'on nous laisse passer. On nous dit que c'est la Mauritanie qui ne veut pas nous laisser passer. Et en même temps, on rapatrie des gens qui sont en Italie. Vraiment, c'est quelque chose que nous ne comprenons pas. Ils en veulent également à nos diplomates basés à Rabat et à Casablanca. Selon eux, ces derniers n'ont rien fait pour régler ce problème qui a assez duré. Nos représentants diplomatiques ne font absolument rien pour nous venir en aide. C'est une situation incompréhensible. Ça fait 3 jours que nous manifestons. Faux, répond le consul général du Sénégal dans la ville blanche. Je viens de m'entretenir avec eux et nous faisons de notre mieux pour leur venir en aide, a-t-il ajouté. Mais ce n'est pas suffisant pour calmer les ardeurs de nos compatriotes qui n'ont qu'un seul mot à la bouche, la réouverture des frontières.
Nous sommes déterminés et nous allons tout faire pour que la police nous laisse passer. On ne reculera pas. La confrontation est inévitable. Khadim Mbaye, Casablanca, Radio Futur Média. Situation tendue donc au sud du Maroc. Khadim Mbaye qui nous informe que le roi Mohamed VI a subi avec succès une intervention à la clinique du palais royal de Rabat. Le monarque de 56 ans a été victime d'une récidive du trouble du rythme cardiaque. En février 2018, le roi du Maroc avait subi avec succès une opération similaire. C'était dans une clinique parisienne. En Mauritanie, le coronavirus continue à se propager. Près de 1800 personnes contaminées pour 87 décès. Il y a encore des patients qui refusent de se signaler aux autorités médicales. Ces Mauritaniens sont invités à respecter les mesures barrières pour ne pas propager davantage de virus. Le directeur de la santé publique, Sidi Mohamed Zahav, est au micro de notre correspondant en Nouakchott, Mohamed Diop. Ce qui est encore incompréhensible, c'est quand des personnes connaissent qu'elles sont porteuses du virus et que, grâce à Dieu, ils ne représentent aucun signe, ils n'ont pas de signe de maladie, mais il paraît que certaines de ces personnes circulent en ville. Et ça, c'est irresponsable. C'est tout simplement irresponsable. Parce que si Dieu vous a donné la chance de faire cette infection sans avoir de complications, sans avoir de signes, vous devez d'abord remercier le Dieu et prendre des mesures pour que les autres ne soient pas infectés. Et donc, j'invite ces personnes à respecter le confinement strict pendant toute la période requise pour qu'ils ne représentent pas de risque pour les autres. Au Nigeria, les médecins des hôpitaux publics en grève à partir de ce lundi, un mouvement d'humeur pour réclamer de meilleures conditions de travail. Toutefois, les médecins traitants des patients atteints du coronavirus ne sont pas pour le moment concernés par la grève, mais ils pourraient rejoindre le mouvement si les revendications ne sont pas entendues dans 2 semaines. Au Nigeria, plus de 800 agents de santé ont été contaminés par le coronavirus selon le Nigeria Disease Control. Au Canada, des universités baissent leurs frais de scolarité pour les étudiants étrangers. C'est le cas dans beaucoup d'établissements du Québec. C'est pour encourager la diversité dans les campus dans un contexte où le monde se lève pour demander la fin de la discrimination raciale. Notre correspondant au Canada, Mamadou Aïcha Ndiaye. Dans la lutte contre le racisme et l'injustice, les universités canadiennes dans la province du Québec sont en train de baisser drastiquement les coûts exorbitants des frais de scolarité. L'annonce a été faite par des autorités universitaires du Québec au moment où la lutte contre la pandémie se poursuit de plus belle. Au Canada, selon les données les plus récentes, c'est 2 072 020 personnes qui ont été testées. Le Canada totalise 98 408 cas, dont 8 163 morts. 59 000 sont rétablis, tandis que l'actif reste à 30 892 cas. L'influence dans la lutte contre le Covid-19 se poursuit et d'importantes mesures commencent à prendre leurs effets. Mamadou Ndiaye, Montréal, Radio Futur Média. Et puis en France, 5 personnes arrêtées vendredi au musée du Quai Branly, jugées fin septembre au tribunal de Paris. Ces militants ont arraché un poteau funéraire pour dénoncer, je cite, la dépossession de l'Afrique. Le groupe avait filmé et puis publié en ligne la vidéo de leur action. Un homme qui se présente comme un ressortissant de la RDC déclare, je cite, « Nous avons décidé de récupérer ce qui nous appartient à l'issue de leur garde à vue. Les 5 hommes ont été remis en liberté sous contrôle judiciaire. » Et puis le Conseil des droits de l'homme de l'ONU va organiser ce mercredi un débat sur le racisme et les violences policières. Il répond ainsi à la requête des pays africains. Aucun des 47 pays membres de l'organe de l'ONU ne s'y oppose. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui va donc reprendre sa 43e session interrompue en mi-mars par la pandémie du coronavirus. Merci Youssouf Bodian. RFM, l'info c'est ici. L'info c'est ici.
L'actualité de la pandémie de Covid-19, Coronews, présentée par Anna Rocha. Depuis 2 jours, les nouvelles venant d'Asie ne sont pas du tout rassurantes. Des quartiers de Pékin à nouveau confinés après l'apparition de 57 nouveaux cas de Covid-19. Un record journalier depuis avril, ce qui augmente les craintes d'une deuxième vague épidémique en Chine. Plus de 10 000 personnes devraient être testées dans les prochaines heures. Le Japon, la Corée du Sud et Singapour signalent eux aussi une réapparition de la maladie sur leur territoire. En Afrique, on note une accélération de l'épidémie avec plus de 10 000 nouveaux cas enregistrés ces dernières 24 heures contre un peu plus de 7 000 la veille. Les statistiques de ce matin font état de 242 969 cas confirmés de Covid-19 en Afrique, 6 524 décès et le nombre de guérisons officielles est estimé à 110 735. Avec plus de 70 000 cas recensés, l'Afrique du Sud reste à ce jour le pays le plus touché de l'Afrique australe, mais aussi du continent tout entier. En Afrique de l'Ouest, c'est le Nigeria qui en souffre le plus avec presque 17 000 cas confirmés. Dans cette région du continent, la situation de la Guinée-Bissau inquiète. Selon RFI, les 3 centres qui accueillent les malades de Covid-19 sont tous débordés. L'oxygène médical fait défaut et une partie de la population, je cite, semble ne pas vouloir respecter les mesures destinées à ralentir la propagation du virus. Avec respectivement 4 et 11 cas officiellement comptabilisés, le Lesotho et les Seychelles sont les 2 pays africains les moins touchés. Pendant ce temps, ce lundi, c'est jour de réouverture des frontières en Europe. L'Allemagne, la Belgique, la France et la Grèce décident de rétablir la libre circulation avec tous les pays de l'Union européenne, estimant avoir maîtrisé la pandémie. En France, par exemple, où le nouveau coronavirus a fait près de 30 000 morts, le ministre de la Santé, relayé par le site Le Point, a déclaré aujourd'hui que le gros de l'épidémie était derrière nous. Fin de citation. Par ailleurs, seuls 9 décès ont été enregistrés à l'hôpital ces dernières 24 heures, soit le chiffre le plus faible depuis le début des bilans quotidiens en France à la mi-mars. Selon le dernier bilan établi par l'agence France Presse à partir des sources officielles, la pandémie a fait à ce jour plus de 430 000 morts dans le monde et contaminé près de 8 millions de personnes. À présent, notre reportage hivernage. À quelques encablures de l'hivernage, les agriculteurs se mobilisent dans la vallée du fleuve Sénégal. Malgré l'accroissement des aménagements hydro-agricoles, la culture irriguée fait face à de sérieuses contraintes. Parmi celles-ci, la disponibilité des engrais, mais surtout le financement de la prochaine campagne du fait d'un faible taux de remboursement des crédits de la Banque agricole. Matam Ali Bandelnian. Zone agricole par excellence, mais la vallée du fleuve Sénégal est traversée depuis quelques années par une véritable crise alimentaire née de la baisse drastique des productions. Accentuée par la crise de la Covid-19, la culture irriguée reste et demeure aujourd'hui la solution majeure. Mais malheureusement, malgré l'aménagement des terres avec plus de 11 000 hectares à Matam, l'absence des intrants tels que les engrais constitue un obstacle. Ibrahim Tchoub de l'Union de Matam. C'est le problème des engrais. Actuellement, il n'y a plus d'engrais au niveau de la région de Matam. Il n'y a plus d'engrais et aussi le coût est très élevé. Il n'y a plus d'engrais subventionnés. Et là, c'est un grand problème. Et maintenant, il faut préparer pour ne pas retomber sur les mêmes problèmes de l'année dernière ou bien de la contre-saison chaude. C'est la contre-saison chaude, les gens sont en train de faire la campagne, mais malheureusement, il n'y a pas assez d'engrais. La Sénélec, avec cette prime fixe qui nous tienne la gorge. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont bloqués au niveau de la Sénélec parce qu'ils n'arrivent pas à payer. En vue de la grande campagne agricole de l'hivernage, les paysans projetaient de battre cette année le record des emblavures. Mais une volonté qui risque aussi d'être compromise par des difficultés de financement. Abdourahmane Dia de l'Union de Doumga. Si vous n'avez pas assez d'argent, vous n'avez pas de riz. Vous pouvez dire que vous n'avez pas de riz, vous ne pouvez pas payer, vous avez refusé de payer. Donc ces gens-là, il faut que l'État prenne des mesures sur ça. Mais on ne peut pas être à 100% au niveau de la CNSA. Et la CNSA, si tu n'es pas à 100%, il a le droit de ne pas te prêter pour une autre campagne. L'intensification, la diversification et même la transformation sont bien en train de prendre forme à Matam. Seulement, aujourd'hui, la culture irriguée a bien besoin d'une volonté politique beaucoup plus certaine pour viabiliser tous les acquis de la SAED, du PRODAM et de tous les autres projets et programmes. Matam, Ali Bandelnia,
RFM. RFM, la presse du jour. La presse de ce lundi 15 juin 2020, lue et commentée par Mohamed Ali Mouba. Bonjour, cher Yérim Seck, convoqué aujourd'hui à la gendarmerie nationale. L'information barre la une de tous les quotidiens de la place. Qu'est-ce qui se passe? Enquête explique. C'est au sujet de l'affaire Batiplus. Il a révélé au cours d'une émission sur la CTV que le montant de 650 millions annoncé qui a été saisi chez les Libanais gérants de Batiplus est faux. En fait, la gendarmerie a saisi chez eux 4 milliards de francs CFA, mais qu'ils ont utilisé leur contact pour récupérer une partie de l'argent. Le journaliste trouve injuste qu'on arrête Rachel, grâce à qui on a découvert le scandale. Pour Yérim donc, la famille Farez a de l'argent et elle a corrompu tout le monde et la justice et le fisc. Selon le journal, ce sont les propos qui lui valent la convocation des gendarmes. L'Observateur note que le procureur de la République a demandé l'ouverture d'une enquête par la brigade de recherche sur ce prétendu gap. Le journal Tribune note que Maître Malick Sall a été cité comme impliqués et 3 ministres sont même visés dans cette affaire pour des montants. Le journal constate que Maître Malick Sall a été cité comme impliqué et 3 ministres sont même visés par des mandats d'arrêt internationaux. Le ministre de la Justice Malick Sall se réserve, selon le journal, le droit d'user de toutes les voies de recours pour obtenir réparation dans cette affaire. Le confrère parle en tout cas de bombe à retardement. Affaire Akilee Senelec, le journal Les Échos en parle ce matin encore pour nous dire que la justice a ordonné la saisie de tous les comptes d'Akilee, c'est pour non-respect du contrat d'achat d'un logiciel d'économie et d'énergie. Le bradage du foncier, enquête soulève un autre scandale ce matin, scandale sur le foncier de Yass, Membas sur 55 hectares. Le confrère constate que le projet futuriste présenté par le promoteur Mamadou Fall s'est transformé en parcelle vendue au plus offrant. Les terres avaient été déclassées par Maître Abdoulaye Wade de 110 hectares en tout entre les deux tours de la présidentielle 2012. À ce sujet, le journal note que 2 procès-verbaux ont été dressés par le conseil municipal. Le collectif de Bourou révèle une plainte devant l'OFNAC contre le maire de Yass. Sorti de Soham Wardini, le maire de la ville de Dakar, elle s'exprime sur le bradage du littoral. Madame le maire estime que la préservation du littoral est une exigence majeure. De Cap-Vert, Dakar est devenu Cap-Béton, souligne-t-elle, mais Sonko promet d'y mettre un terme une fois au pouvoir. Selon le journal Tribune, le leader de PASTEF va tout raser. Selon l'AS, Sonko promet la destruction de tous les édifices, mettant en garde les personnalités impliquées dans ces scandales. Ils répondront de leurs actes, a-t-il dit en marge d'une visite qu'il a effectuée sur place. La dette du Sénégal, Moody's, dégrade notre pays. Le Sénégal subit là les contre-coups nets de l'effet dévastateur du coronavirus. Plus précisément, le réaménagement de la dette du Sénégal à travers l'initiative de suspension du service de la dette à laquelle notre pays a adhéré. Le quotidien indique que le taux de croissance du Sénégal tombe aussi à 1,1% en 2020. La mission du FMI qui a passé en revue les progrès du pays par rapport à l'instrument de coordination de la politique économique ICPE craint une nouvelle dégradation de la croissance si la pandémie n'est pas maîtrisée rapidement. Mais le gouvernement minimise. Le Sénégal conserve sa notation BA3. Moody's n'a pas annoncé une dégradation de la notation du Sénégal. C'est juste que la notation est en cours de revue de dégradation. À la une du journal Source A, les coulisses de la rencontre ministère de l'Éducation nationale, syndicat du G7. Les acteurs de l'éducation se sont parlé. Le journal note que les syndicats ont déploré le manque de réaction des autorités face à l'insécurité et à la stigmatisation des enseignants dans certaines localités du pays. Entre autres exigences des enseignants en protocole social, accompagnement psychologique des collègues testés positifs et traumatisés par leurs conditions de transfert dans les centres de prise en charge aux collègues dont les biens ou logements ont été saccagés. Le journal note qu'à ce sujet, Mamadou Talla prépare en tout cas activement la réouverture des classes. Et puis sport, à la une du journal Record, la Coupe d'Italie, finale Naples-Juve ce mercredi. Le confrère nous dit que Koulibaly défiera ce jour-là Ronaldo. Dans Sunu Lamb, Dr Alioune Sarr, le président du CNG, répond au sujet de sa longévité au CNG. Il dit « Nous avons tout simplement affaire à des groupes qui n'ont pour objectif que de résoudre leurs problèmes crypto-personnels. » Fin de citation. Bonne lecture à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour.
À 12h42, bienvenue à Point de Vue. Nous discutons aujourd'hui de la dégradation annoncée de la note du Sénégal par l'agence de notation Moody's. Et pour en parler, nous sommes en direct et au téléphone avec le docteur Mamadou Samba Anne, économiste enseignant à l'école supérieure polytechnique de Dakar, et nous espérons pouvoir être en contact également avec M. Moubarak Lo, directeur général du bureau de prospective économique, qui est également en ligne. D'abord, bonjour docteur Mamadou Samba Anne. Bonjour. Bonjour à vous également, Moubarak Lo. Oui, bonjour Souleymane. Alors, Moubarak, avec vous, d'abord, on annonce la dégradation de la note du Sénégal par l'agence de notation Moody's, qui fait partie des majors en matière de rating à l'international, aux côtés de Standard & Poor's et Fitch. Alors, on nous rétorque également que ce n'est pas tout à fait une dégradation, mais il y a un processus en cours. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un tout petit peu? Qu'en est-il exactement? Oui, d'abord, merci beaucoup. Vous savez, les agences de notation, ce ne sont pas des enfants de cœur. Donc, elles font le travail. Effectivement, il y a des événements qui se sont produits. Le Sénégal a entamé un processus de réduction de sa dette, ou en tout cas d'annulation des intérêts de la dette. Et donc, c'est tout à fait normal que ces agences anticipent qu'il y ait un impact sur la dette privée et donc mettre le Sénégal sous surveillance, comme les autres pays. Tout ceci était connu d'ailleurs avant même que la mesure soit annoncée, parce qu'on savait que les pays, s'ils décidaient de passer à l'acte en termes de demande, donc d'être dans ce processus, que l'impact serait une possible révision de leur notation. Donc pour le Sénégal aujourd'hui, il n'y a pas de dégradation. Donc le ministère des Finances a bien dit, il y a maintenant un processus de surveillance, et que dans les prochains mois, l'agence va observer ce qui va se passer pour pouvoir définitivement maintenant donner sa notation. Le ministère des Finances, qui dans un communiqué paru il y a quelques jours se félicitait de l'initiative de suspension du service de la dette lancée par la Banque mondiale, le FMI et le G20, en précisant dans ce communiqué que la dette privée n'était pas concerné par cette initiative, et que le Sénégal maintenait ses engagements vis-à-vis de ses partenaires privés qui ont financé en grande partie le PSE, ce qui a permis au Sénégal d'avoir des maturités quand même assez longues, notamment des dettes sur 30 ans. Pourquoi passer en revue ou mettre en revue en vue d'une dégradation un pays qui s'engage vis-à-vis des privés à rembourser la dette comme convenu? Oui, vous savez, ces agences ne se fient pas aux déclarations des pays. Ce qui est important pour ces agences, c'est la réalité. Donc, ils vont observer sur le terrain comment le Sénégal va se comporter. Et donc, la décision de la note finale sera actée uniquement en se fondant sur ce qui se sera passé entre-temps, pas sur les déclarations du gouvernement, parce qu'ils peuvent se dire que c'est des déclarations d'intention. Donc c'est au gouvernement de prouver au cours des prochains mois que ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a fait, donc que la dette privée ne sera pas concernée effectivement par cette demande ni par cette pratique. Très bien. Alors, docteur Mamadou Samba Anne, quel est l'intérêt d'avoir une notation plus ou moins positive, dépendant de l'état de l'économie du pays? Quel intérêt à être noté par une de ces agences internationales, quand on sait surtout qu'on peut avoir l'aval du FMI, avec lequel nous avons conclu un accord sur l'instrument de coordination des politiques économiques? Est-ce que ça ne fait pas de doublon? Est-ce qu'on doit avoir peur d'être rétrogradé par l'une quelconque de ces agences? Alors bonjour la RFM, bonjour Monsieur Lo. Alors je tiens à préciser, je suis professeur de management. Alors par rapport à l'indice, je voudrais un peu revenir. En fait, ces indices sont des instruments d'aide à la décision. Parce qu'en fait, quand un État fait un prêt ou fait des engagements,
L'institut qui prête doit aujourd'hui avoir des indicateurs. Des indicateurs comme dans une entreprise où on a des outils d'aide à la décision qui peuvent permettre de savoir est-ce que ce pays pourra dans le futur respecter ses engagements par rapport à la dette contractée. Alors, donc ces indices sont très importants aujourd'hui parce que ça peut montrer que tel pays ou tel autre pays n'a pas les capacités ou les capacités de ne pas aujourd'hui respecter ses engagements. Donc, il est très important aujourd'hui pour qu'un pays soit bien noté parce que ça peut inciter les investisseurs à venir dans ce pays. Donc, ce pays devient de facto attractif par rapport aux gens qui voudraient un peu prêter parce que ce pays aujourd'hui a des indicateurs qui permettent à ce pays-là de pouvoir respecter ses engagements. Ce sont notamment les ratios qui permettent de montrer que le pays a des marges de manœuvre pour rembourser sa dette, notamment les recettes d'exportation, ce genre de choses. Exactement. Ou les recettes fiscales d'ailleurs. Exactement. Et c'est très intéressant pour les pays. Et comme M. Le l'a dit, ces institutions ne sont pas des enfants de cœur, n'est-ce pas? Maintenant, l'avantage du Sénégal, c'est que le Sénégal n'est pas encore en dégradation, n'est-ce pas? C'est une revue, n'est-ce pas, qui ne montre pas que le pays n'est pas encore en dégradation. Mais il va falloir contrôler le Sénégal. Il faut qu'on contrôle aujourd'hui cela pour que dans le futur, on ne puisse pas aller à une dégradation. Très bien. Moubarak Lo, je vous repose la question. Quel intérêt d'avoir une notation de l'une quelconque de ces agences quand on sait qu'on peut se prévaloir de l'aval d'institutions multilatérales telles que les FMI qui, dans le cadre de l'ICPE, se portent garante en quelque sorte vis-à-vis des créanciers de l'État? Bon, c'est vrai que les deux se tiennent, mais disons que la notation permet d'abord, si vous avez une bonne notation, d'avoir facilement de la dette, parce qu'il y a des pays aujourd'hui, en Afrique aujourd'hui, qui ne peuvent pas s'endetter au niveau privé, ni d'ailleurs sur certains segments de la dette publique, parce que leur situation n'est pas favorable. Ça vous permet donc d'avoir un meilleur accès à la dette, mais ça vous permet aussi d'avoir de meilleurs taux d'intérêt. C'est ça l'intérêt de la notation. Bien évidemment, ces institutions de notation se fondent elles-mêmes sur les travaux du FMI pour pouvoir boucler, disons, l'analyse, mais ils ajoutent d'autres éléments qui ne sont pas dans les documents du FMI. Donc on peut dire que c'est un peu tous ces éléments-là que les investisseurs regardent et avant de pouvoir prendre des engagements sur le pays. Parce qu'aujourd'hui, le monde, il y a la globalisation, donc les capitaux cherchent à se placer. Et le Sénégal aujourd'hui, si elle voulait, en tout cas avant la situation Covid, attirer des investissements privés sur ses bons ou ses obligations, il n'y a pas de limite. Parce que même l'année dernière, le gouvernement a eu à refuser de s'endetter, disons, sur le segment privé à travers donc ses bons et ses obligations. Donc tout a été pris sur le marché régional en francs CFA. Alors que si vous les prenez au niveau international, il faudra que ce soit en devise. Et avec des taux même très intéressants sur le marché local. Donc c'est tous ces arbitrages-là que le pays doit faire, et le pays aussi doit avoir la capacité de pouvoir les faire, parce que si vous êtes contraint, soit parce que vous n'avez pas de capacité de mobilisation des ressources intérieures, donc vous êtes obligé d'aller à l'endettement conséquent, ou bien vous ne pouvez pas avoir des taux intéressants, vous êtes obligé donc de prendre des taux très élevés. Et donc le Sénégal a su au cours des dernières années, disons, s'imposer comme un État incontournable sur le plan de la dette privée. Et donc aujourd'hui, tous les investisseurs d'ailleurs sont intéressés à venir investir au Sénégal. Donc c'est le Sénégal qui refuse en fait. Et donc à la limite, la menace, même si ça devait se faire, il n'y aura pas beaucoup d'impact réel sur la possibilité du Sénégal de s'endetter, parce que le marché
régionales, disons, à d'autres, en tout cas d'autres contraintes que celles qui sont exposées dans ce note-là. Tout à fait. Merci beaucoup. Sujet passionnant. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est épuisé. Nous vous retrouverons tous les deux dans l'édition en Wolof. Je vous remercie d'avoir pris part à ce point de vue. À 12h52, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer et à vous la présenter. À 13h, retrouvez Papanga Ndiaye pour la principale édition de la mi-journée en Wolof. D'ici là, Allo Présidence, tout de suite. Excellente suite des programmes sur la RFM. Très bon après-midi. Au revoir.